Bonjour. Alors, ce chapitre de chimie organique, je prends la suite de là où vous étiez arrêté. Le chapitre précédent, vous aviez vu l'activation de groupe. Activation, ça veut dire qu'un groupe, on le transformait de manière à ce qu'il réagisse mieux, de manière à avoir un rendement optimal. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. On va protéger des groupes de manière à ce qu'ils ne réagissent pas, les empêcher de réagir. Donc, c'est exactement l'inverse du chapitre activation. Là, on va protéger un groupe de manière à ce qu'il ne réagisse pas. Donc, le but d'une réaction de protection, c'est transformer le groupe pour qu'il ne réagisse pas, mais ensuite, il faut pouvoir revenir en arrière et reformer le groupe initial. Une protection, on protège, et une fois qu'on a fini, que c'est plus nécessaire, on déprotège, c'est-à-dire on revient à la molécule initiale. Donc, il y aura deux groupes à protéger, la fonction carbonyle CO, double liaison O, et ensuite on verra la fonction alcool OH. Alors, exemple, vous avez le composé A, qui est représenté ici, et il possède deux fonctions carbonyles. Vous avez la première fonction ici, où de chaque côté, on a deux atomes de carbone. Donc là, on appelle ça une cétone. Et l'autre carbonyle, vous avez un C double liaison O, mais lié à un oxygène. Et ensuite, ET, c'est éthyle, c'est 2H5. Ça, c'est ce qu'on appelle un ester. Donc, vous avez une cétone et un ester. Ces deux fonctions carbonyles, elles ne réagissent pas de la même façon. L'acétone, en général, elle réagit mieux que l'ester. Donc, si on voulait faire réagir uniquement l'ester, il faut protéger l'acétone. Et une fois qu'on aura fini la réaction qu'on voulait faire, on reviendra à la fonction initiale. Donc là, vous avez une réaction où l'acétone, ici, C double liaison O, vous voyez qu'on l'a transformé, je suis pas en face, on l'a transformé en groupe qu'on appelle cétal. Un cétal, c'est-à-dire un carbone qui est lié à deux oxygènes, puis des chaînes carbonées. Donc, c'est la réaction d'acétalisation que vous aviez vu dans le chapitre précédent. Donc, on va faire cette réaction d'acétalisation de manière à protéger l'acétone initiale. On l'a transformé en cétal. Et l'ester, par contre, qui était moins réactif, lui, on n'y touche pas. On le laisse tel qu'il est. Donc, quand on transforme la molécule A en molécule C, vous avez l'acétone qui a disparu. Elle s'est transformée en cétal. Donc, en fait, le cétal, c'est une protection. Parce que le cétal, la seule façon pour lui de réagir, c'est avec une hydrolyse acide, c'est-à-dire quand on met de l'eau en milieu H+, et cette réaction-là, ce sera le retour, c'est-à-dire en milieu acide avec de l'eau, la cétone protégée va redevenir cétone normale. Mais entre-temps, on aura fait réagir l'ester. Parce qu'évidemment, le but, ce n'est pas de protéger puis de revenir en arrière, le but, c'est de protéger, de modifier la fonction ester et ensuite revenir à l'acétone. Donc, la réaction d'acétalisation que vous aviez vue dans le chapitre précédent, ça permet de transformer une cétone qui commence par la lettre C en cétal. Donc, cétone, ça donne un cétal. Vous avez la même lettre ici. Et un aldéhyde, c'est ici si vous aviez un atome d'hydrogène. Au lieu d'avoir le groupe CH3, c'est un atome d'hydrogène. Donc, l'aldéhyde, on va l'appeler acétal. Mais globalement, ça va ressembler à ça. Donc, dans le chapitre précédent, vous aviez vu des cétals ou des acétals, comme l'exemple ici, où vous aviez oxygène, une chaîne carbonée, et l'autre groupe oxygène, une chaîne carbonée. Ici, la protection, de manière à optimiser, la chaîne carbonée, ici, elle est accrochée entre les deux. C'est comme si là, vous aviez un lien.
Donc, je vous remontre la réaction d'acétalisation. Donc là, vous avez dans cet encadré les deux réactions globales, c'est-à-dire à partir de l'aldéhyde initial, on accroche une fois le groupe C2H5OH. Donc ce groupe-là, il vient de l'éthanol. Et ensuite, on repart du même produit là, qui est un intermédiaire réactionnel, puisqu'il a apparu et il va disparaître. On va accrocher une deuxième fois l'alcool et à la molécule finale, on a deux fois le groupe OC2H5 accroché. Donc, comme on est parti d'un aldéhyde, il y avait un H ici, donc on a formé d'abord la moitié d'un acétal, puisque acétal, il faut qu'il y ait deux fois oxygène et chaîne carbonée. Donc là, on est à la moitié du chemin, donc on appelle ça un hémiacétal. Hémi, ça veut dire la moitié. On a la moitié de l'acétal. Et là, vous avez l'acétal. Et l'équation bilan globale de transformation de l'aldéhyde en acétal, si vous faites la somme des deux réactions précédentes, vous voyez que vous avez ici l'équation bilan. Donc, on libère molécule d'eau et on a accroché deux fois la fonction alcool, le catalyseur H+. Alors, la réaction d'acétalisation, c'est dommage que je pense que vous n'avez pas pu voir ce TP directement. Donc, c'est un TP assez sympa. On a globalement un chauffe-ballon. Ici, on a un tube un peu comme quand on fait une distillation. Donc, on chauffe, les vapeurs montent. Ici, vous avez le réfrigérant où il y a de l'eau qui passe. Les vapeurs vont se recondenser et vont couler ici. Alors, ce système, ça ressemble à une burette. C'est la partie basse d'une burette. Vous avez des graduations et en bas, un petit robinet pour évacuer le liquide si jamais il y a trop de liquide. Alors, cette réaction d'acétalisation, vous voyez qu'il y a deux flèches. Ça veut dire qu'elle peut se faire dans les deux sens. Elle est équilibrée. Donc, l'intérêt de ce montage qui s'appelle Dean-Stark, Dean-Stark, c'est tout cet ensemble-là, très fragile. Donc, l'intérêt du Dean-Stark, c'est de piéger l'eau. L'eau va se faire piéger dans le tube et ainsi, on va pouvoir forcer la réaction à aller dans le sens direct. Je grossis un petit peu. Donc, dans le chauffe-ballon, on a mis comme solvant du toluène avec les deux réactifs ici et l'acide. Donc, le toluène, on ne met pas de l'eau, hein, on met juste du toluène et ainsi que ces réactifs-là. On fait chauffer. Le toluène, en présence d'eau, il va former ce qu'on appelle un hétéroazéotrope. C'est un nom compliqué. Mais en fait, c'est une phase liquide où il y a une température d'ébullition qui est assez basse. 84 degrés, c'est une température assez basse. Et donc, l'eau, elle va s'évaporer, en fait, à la température de 84 degrés. Vous savez que l'eau, normalement, ça bout à 100 degrés. Donc, l'intérêt de l'avoir mélangé avec le toluène, ça va bouillir à une température plus basse que chacun des deux liquides seuls. Donc, 84 degrés, c'est beaucoup plus bas que 100 degrés. Ça permet en fait de ne pas abîmer les composés, on ne va pas les brûler. Si jamais on faisait trop chauffer en bas, on risquerait de dégrader les composés et faire une combustion en fait. Donc, au moment où on chauffe, l'eau et le toluène vont monter dans le ballon. Ce produit-là, l'hémiacétal ou l'acétal, ces deux structures, ils ont une masse molaire qui est assez élevée et ce ne sera pas suffisant pour monter par distillation. C'est-à-dire que l'hémiacétal et l'acétal, ils vont rester dans le ballon, ils ne vont pas passer à l'état vapeur. Donc, il y a uniquement l'eau et le toluène qui vont se vaporiser. Donc, à l'état vapeur, ils vont monter dans le tube. Ils vont entrer en contact avec le réfrigérant, avec de l'eau froide. Donc, ça va se condenser.
et ça va couler dans ce tube qui ressemble à une burette. Mais au moment où ça redevient liquide, l'eau et le toluène, l'eau c'est un solvant ionique alors que le toluène c'est apolaire, ils ne se mélangent pas. Et donc l'eau, comme elle est plus dense, elle va s'accumuler au fond. Vous voyez que là on a dessiné une phase bleutée. Vous avez l'eau qui est en bas du tube et le toluène au-dessus. Et comme on a fait des graduations, on sait exactement la quantité d'eau qu'on peut récupérer. Donc dans le TP qui ressemblait à ça, on devait récupérer, je crois, 1,5 millilitre d'eau. Et donc on pouvait regarder avec les graduations si on avait la bonne quantité d'eau. Alors une fois que ce tube est rempli, l'eau et le toluène continuent à monter et à se recondenser. Le toluène, il va arriver à la limite ici, ras-bord, et l'excès de toluène va revenir dans le ballon, alors que l'eau se fait piéger. Et donc, globalement, comme l'eau, on l'élimine du milieu du ballon, globalement, la réaction, elle ne pourra qu'avancer et on va forcer la réaction à aller à l'état final ici, en piégeant l'eau au fur et à mesure. Voilà, donc c'est deux chimistes, Dean et Stark, qui ont mis au point cet appareil, donc on l'appelle Dean-Stark. Et l'acide catalyseur qu'on va utiliser, ça ne peut pas être l'acide chlorhydrique, HCl, ou l'acide sulfurique, parce qu'en fait, il ne serait pas soluble dans le toluène. Donc, on a besoin d'un acide qui soit organique. Le toluène, en fait, c'est cette molécule si vous cachiez ce groupe. Donc, imaginez que ce groupe, on l'enlève là. Uniquement CH3 et le cycle, ça, c'est le toluène. Et on va utiliser cet acide qui s'appelle APTS, son petit nom, acide para-toluène sulfonique. Vous voyez que dans son nom, toluène, c'est ce groupe-là. Para, vous verrez ça l'année prochaine, para, c'est que sur le cycle benzénique, on les a accrochés en opposé l'un de l'autre. Quand on a deux groupes qui sont à côté, ici et là, on dit ortho. Quand il y a deux positions d'écart, ici et là, on dit méta. Et en opposition, on dit para. Donc, para-toluène sulfonique. Sulfonique, c'est le groupe SO3H. Donc, ça, c'est un catalyseur organique qui est très pratique parce qu'en fait, il est solide. On le prend avec une spatule, on dirait des petites billes roses, et on le met dans le chauffe-ballon, une spatule. C'est pas besoin d'en mettre beaucoup puisque, comme c'est le catalyseur, au fur et à mesure, il va être régénéré. Donc, on met une pointe de spatule. C'est le H d'ici qui va être acide. Et la base conjuguée, c'est-à-dire tout ça en enlevant le H et en rajoutant une charge moins, vous voyez que vous avez une base qui est très encombrée, très volumineuse. Et donc, cette base-là, elle va très mal réagir pour attaquer un carbone, ce carbone-là positif, puisqu'en fait, c'est comme si elle traînait un boulet derrière. Elle est très encombrée, très lente, et donc elle va agir beaucoup plus difficilement que cette molécule d'éthanol qui est toute petite. Donc cet acide, il a deux avantages. C'est que le premier, il est soluble dans le solvant organique toluène, et le deuxième, c'est que la base conjuguée, le tosylate, il réagira très mal, et donc il y a uniquement H+ qui compte. Alors là, je vous avais demandé d'essayer de chercher les flèches courbes pour compléter le mécanisme. Ce que je vous avais donné, il n'y avait pas les flèches courbes normalement. Donc, le mécanisme d'acétalisation, il faut se rappeler, premièrement, qu'il y a 7 étapes, et deuxièmement, que c'est réversible. Donc, si vous devez écrire un jour sur une copie le mécanisme d'acétalisation, c'est très probable parce qu'au concours, c'est souvent demandé, il va falloir écrire les 7 étapes
Et puis, ne pas oublier de mettre les flèches réversibles, aller-retour. D'accord? Vous pouvez aussi écrire un égal. Voilà, la 7e. Vous pouvez aussi écrire un égal, mais égal, ça n'indique pas si la réaction se fait dans les deux sens. Donc, si vous mettez le symbole égal ici pour dire que la réaction se fait, il faut préciser qu'elle est équilibrée. Il faut l'avoir écrit quelque part parce que égal, c'est juste pour une équation bilan. Ça pourrait être une réaction totale, hein, comme égal. Ce n'est pas forcément réaction directe. Donc, ce symbole, il est préférable que le égal. Il faut le mettre partout, les 7 fois. Et ensuite, il faut se rappeler qu'il y a 7 étapes. Voilà. Donc, moi, j'ai participé à la correction des concours pendant quelques années. Et là, il y avait 8 points à faire. Il y avait 1 point par étape et 1 point pour avoir marqué partout réaction réversible. Il suffisait d'en avoir oublié un seul sur les 7 de double égalité, là. Un seul symbole équilibré et on perdait le point. Donc, vous voyez que ça, c'est 8 points à faire facilement. Donc, première étape, il faut faire intervenir le catalyseur. Donc, vous avez au début l'aldéhyde ici qui va réagir avec le catalyseur H+. Alors, les flèches courbes, je vous rappelle que c'est forcément des doublés qui attaquent des parties négatives. C'est les électrons qui vont attaquer des parties qui sont positives. Donc là, le seul doublé réactif qu'on a, c'est ceux des oxygènes. Donc, il y a un doublé qui attaque H+. Et vous arrivez à cette molécule-là, où vous avez le doublé un peu comme un pont-levis qui a basculé ici. Et à partir de là, cette molécule-là, on peut lui donner une forme mésomère, c'est-à-dire une autre façon de dessiner les liaisons, mais sans changer la position des atomes. Il y a uniquement les charges qui changent. Donc, ce doublé liant peut basculer sur l'atome d'oxygène. Ça vous fait le deuxième doublé non liant. Et en fait, au moment où ça bascule, ce doublé, il enlève un électron qui était au carbone ici. Ça enlève l'électron ici, ça le met à l'oxygène, donc l'oxygène devient neutre. Mais par contre, le carbone, comme on lui a pris un électron, il devient positif. Donc, ces deux formes, en fait, on ne peut pas dire, nous chimistes, laquelle est la meilleure, parce qu'en fait, la réalité, c'est intermédiaire entre les deux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'hybride de résonance, dont je vous avais parlé il y a longtemps. Donc, on peut écrire une ou l'autre, mais pour la suite du mécanisme, cette forme-là avec la charge plus sur le carbone, elle est préférable, puisque l'oxygène va attaquer le carbone plus. En aucun cas, cet oxygène aurait pu attaquer un oxygène plus. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux écrire cette forme-là, qui est la forme suivante. Donc, la deuxième réaction, toujours un doublé non liant qui attaque un endroit positif. Donc, le doublé non liant devient doublé liant, hein, c'est le pont-levis qui bascule. Donc, on arrive à cette molécule-là, intermédiaire réactionnelle. Ensuite, elle est écrite ici, vous avez le doublé qui peut se rabattre sur l'oxygène ici. Alors, cette réaction-là, c'est une réaction de type acide-base. Vous voyez qu'on libère H+, un acide. Donc ça, c'est une réaction de type acide-base. Et cette flèche-là n'est pas obligatoire, normalement. Quand c'est une réaction acide-base, on n'est pas obligé de l'écrire. Et ensuite, le proton libéré est capté par un autre doublé. Vous voyez qu'au début, il était sur 7 atomes d'oxygène et ensuite, en fait, il va passer sur celui-là. Donc, globalement, le mécanisme où on part de celui-là et on arrive à celui-là, vous voyez, comme si on faisait en diagonale. Je vais vous montrer avec une flèche. Donc, si on va de celui-là à celui-là, directement, on peut dire comme si c'était une seule étape et ça s'appelle prototropie.
je vais vous l'écrire. Donc, ce mécanisme-là, directement, on peut l'écrire à une seule étape. Ça s'appelle prototropie. C'est le proton qui change de place. Vous voyez que le proton, il était sur un oxygène de la molécule et il s'échange, comme s'il se faisait une passe, il s'échange avec l'autre oxygène de la même molécule. Donc, on peut appeler ça une prototropie et dire qu'on a une seule étape ici. Donc ça, c'était acceptable au moment où je corrigeais les copies. Si on disait prototropie et on allait directement de là à là, en fait, il fallait que le doublet ici attaque le H et dans le même temps, ce doublet se rabat sur l'oxygène. Voilà, donc c'est comme si on faisait la passe directement sans avoir lâché H+. Donc c'est possible de faire la réaction directe. Ça en fait une de moins, mais ça comptait quand même pour 2. Donc, une fois qu'on a ici l'hydrogène qui est accroché sur OH, vous reconnaissez là que ça fait H2O. H2O avec une charge plus. Donc, l'étape suivante, H2O va partir. Ça a une charge plus, mais au moment où le doublet ici se rabat sur l'oxygène, on enlève l'électron qui est ici, qui était au carbone. Et du coup, la molécule d'eau devient neutre, puisque le doublet qui s'est rabattu rajoute un électron. Et au niveau du carbone, on a enlevé un électron, on est passé avec une charge plus. Donc, vous voyez que cette molécule-là, elle ressemble à celle-là, sauf que là, on avait l'hydrogène, et là, on a le groupe C2H5. OK? Donc, c'est exactement le même type de molécule, et ça va se poursuivre exactement de la même façon. Donc, vous voyez, là et là, on a un mécanisme qui se ressemble. Le doublet de l'oxygène va attaquer ici, en fixe. Donc, vous voyez que ça ressemble à ce qu'on avait là-haut. Ensuite, l'hydrogène s'en va. Donc, ce doublet ici se rabat sur l'oxygène pour donner H+. Donc, là aussi, cette étape-là, c'est une réaction de type acide-base, puisqu'on voit qu'on a libéré H+. Donc, ce doublet, cette flèche courbe-là, elle n'est pas obligatoire, puisque c'est une réaction acide-base. Mais bon, si vous prenez l'habitude de les écrire systématiquement, il vaut mieux en écrire trop qu'en écrire pas assez. Donc, vous voyez qu'on a libéré H+, le catalyseur du début. Alors, maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que le catalyseur qui a été libéré, ce n'est pas le même que le premier catalyseur initial. Donc, le premier catalyseur initial, je vais l'entourer. Alors, il faut que je le mette en transparent. Je l'entoure en vert, admettons. Alors, histoire qu'on le voit. Voilà, donc le catalyseur initial, on va essayer de le suivre. Le H+. Donc, ce H+, qui est là, il est accroché sur l'oxygène et donc il va se trouver ici. Donc, ça, c'est le H catalyseur. Donc, ensuite, il est là. Et puis, ici, c'est-à-dire là. OK? L'étape suivante, il est là, puisque ce n'est pas là que ça se passe. Puis ensuite, c'est celui qui est ici. Vous voyez? Et il va se retrouver, au final, dans la molécule d'eau. C'est un des deux qui est là. Donc, le catalyseur initial H+, c'est un des deux qui va se retrouver dans la molécule d'eau qu'on a éliminée. Alors maintenant, je voudrais savoir d'où sort finalement le catalyseur H+, là, qui est libéré.
Parce qu'en général, on dit que le catalyseur, c'est celui qui est régénéré. Donc lui, je vais lui mettre une autre couleur. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Donc maintenant, je veux savoir ce catalyseur H+, celui qui est régénéré, d'où il est sorti. Donc on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remonter les étapes. Donc ce catalyseur-là, d'où il sort? En fait, il est sorti de là. C'est ce H qui s'est rabattu. Donc on va essayer de le suivre d'où il venait. Alors, il venait de là. Et donc, si vous remontez encore, il venait de là. C'est celui-là. Donc, au moment où la molécule d'éthanol s'accroche, sur l'oxygène, il y a une charge plus, et c'est ce H+ qui va partir. Donc, vous voyez qu'au final, le H+, catalyseur régénéré, on dit le catalyseur, il est régénéré, mais ce n'est pas le même atome qui est régénéré. C'est le même type d'atome. C'est un hydrogène, un proton H+, mais ce n'est pas le même proton qu'on accroche au début du mécanisme que celui qu'on libère à la fin du mécanisme. D'accord? C'est ça qui est important. Souvent, il faut écrire catalyseur régénéré, mais ce n'est pas le même atome qui est libéré à la fin. Souvent, c'est un atome qui a changé. Ça a changé de position. Alors, je reviens au but de la protection. Donc ça, c'est un TP que vous auriez dû faire. La première étape, c'était la réaction d'acétalisation ici. Donc, je reprends l'exemple initial. Je vous avais dit qu'on avait une molécule A où il y avait une cétone et un ester. Et le but, c'est de faire réagir uniquement l'ester. Donc, première étape, la protection avec le Dean-Stark. Cette réaction qui est réversible, on va la forcer à avancer en enlevant l'eau au fur et à mesure avec l'appareil Dean-Stark. Donc, on arrive à former cette molécule où il y a toujours l'ester et la fonction cétale. Donc là, c'est la cétone qui est protégée. Deuxième étape, on fabrique l'organomagnésiien dans un autre ballon. Donc là, le montage organomagnésiien, vous l'avez fait avec Madame Messager. Donc vous avez la chaîne carbonée avec l'halogène, le brome. Vous mettez du magnésium solide dans l'éther anhydre. On doit chauffer. Et si la réaction ne démarre pas spontanément, en général c'est le cas, on rajoute un tout petit peu de diode, I2, une petite bille de diode. Ça rend la solution marron. Et en fait, ça va déclencher la réaction, ça se met à mousser, à chauffer, et on crée l'organomagnésiien. Donc, un organomagnésiien, c'est quand vous avez un atome de magnésium qui s'est inséré entre une chaîne carbonée, le phényl, et un atome de brome, un halogène. Ça peut être un chlore aussi ou un iode. Donc, ces deux réactions, la première et la deuxième, elles se font dans des montages séparés. Et ensuite, dans le montage d'organomagnésiens, dans l'ampoule de coulée, l'ampoule d'addition, on va mettre le composé C avec le solvant éther. On va ajouter goutte à goutte ce composé ici dans l'organomagnésien et la réaction se fait directement dans le ballon qui contient l'organomagnésien. Un organomagnésien, c'est tellement fragile que, en général, on le crée dans le ballon et on le fait réagir directement. Donc cet organomagnésien, la réaction sur un ester, elle n'est pas au programme. Ce qui est au programme, c'est la réaction sur une cétone ou un acide carboxylique. Mais là, en fait, on vous dit que ça réagit deux fois. Donc vous avez le phényl, comme il est lié au magnésium, ce groupe-là, il va être avec un carbone delta-, qui va attaquer l'acétone, enfin le carbonyle ici. Donc vous avez cet oxygène qui va lâcher le carbone et qui s'accroche à MgBr. Donc ça, c'est la première addition. Vous avez ici un groupe comme ça, là, avec un premier phényl.
Et dans une deuxième étape, qui n'est pas au programme, ce groupe-là va reformer un carbonyle, comme ça, et va lâcher ce groupe. C'est-à-dire qu'à la place de ce groupe, maintenant, on va avoir le phényl, Phi. Donc ça, c'est un composé intermédiaire qu'on n'a pas représenté. Et il va y avoir une deuxième addition sur le carbonyle. À nouveau, ce groupe attaque. Donc, il y a le deuxième phényl qui s'accroche. Maintenant, on en a deux. Et l'oxygène récupère MgBr. Voilà, donc il y a deux additions. C'est pour ça qu'il y a un 2 ici. Mais le mécanisme n'est pas au programme, donc on ne vous le demande pas. Donc, on a ce composé-là. Si jamais on n'avait pas protégé la cétone ici en cétale, la cétone, elle aurait été plus réactive que l'ester et on aurait eu aussi, si on a vu ce composé initial, on aurait aussi eu une attaque d'organomagnésiens là-dessus. Or, le but, si on voulait faire la réaction uniquement sur l'ester, il fallait protéger l'acétone. Donc là, l'acétone, à partir du moment où elle est protégée, il ne lui arrive rien, elle reste telle qu'elle. Et ensuite, la réaction terminale, quand on a un organomagnésien, c'est de faire une hydrolyse acide. En général, on met des glaçons et de l'acide concentré, l'acide sulfurique concentré, et on verse la solution avec l'éther directement dans la glace et l'acide. Et vous allez avoir deux étapes qui vont se faire toutes les deux dans l'eau, la glace et puis en milieu acide. La première étape, c'est la fin de réaction d'organomagnésiens, c'est-à-dire que ici, vous avez l'oxygène qui va capter un H+, donc ça se transforme en alcool. Et la deuxième étape, que là on a représenté en deux étapes différentes, c'est la déprotection de l'acétone. Vous voyez qu'à partir de la cétone protégée, qu'on appelle cétale, on a reformé l'acétone. On est revenu à la fonction initiale qu'on avait au début sur la molécule A. Sauf que si on l'avait laissé tel quel en faisant le mécanisme, à l'arrivée, on n'aurait pas eu l'acétone ici. Ici, on aurait fixé aussi un groupe phényl. Donc, vous voyez, l'intérêt d'une protection, c'est qu'à l'arrivée, cette étape-là, c'est ce qu'on appelle la déprotection, c'est-à-dire qu'on revient à la fonction initiale. Donc, à chaque fois qu'on fait une réaction de protection, c'est qu'il va y avoir le retour possible. Sinon, ce n'est pas une protection. Sinon, c'est une réaction différente. Alors, l'activité suivante que je vous demandais, c'était de compléter le mécanisme d'acétalisation. Quand la molécule A, qui était compliquée, on va écrire uniquement la partie qui nous intéresse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une représentation abrégée, simplifiée. On n'est pas obligé, quand on a un mécanisme de chimie orga, de décrire les molécules en entier. Là, le but, c'est de transformer A en C, et la seule chose qui change, c'est au niveau du deuxième carbone, la cétone qui devient cétale. Donc, en fait, on a intérêt à simplifier la molécule et à l'écrire uniquement de façon comme si on avait fait un zoom, en fait, sur la partie qui va réagir. Donc là, vous voyez que cette forme, ça veut dire que tout le reste, on s'en fiche et ça ne réagit pas. Voilà. Donc, le mécanisme de la protection, il était assez facile à retrouver parce que vous aviez à chaque fois les intermédiaires en dessous. Donc, logiquement, il fallait les remettre ici. Mais des fois, il pouvait y avoir d'autres produits. Donc, première étape, comme tout à l'heure, donc vous avez la fixation du proton sur le doublé non liant de l'oxygène. Vous obtenez cette forme-là, mais qu'on peut représenter avec une forme mésomère. Donc, en fait, là, il fallait trouver celle-là d'abord, compléter. Donc, une fois qu'on était là, il y avait le doublé de l'oxygène de la molécule B qui attaquait la charge plus. Et là, ça donnait
la même molécule que là. Alors, j'ai représenté en couleur à chaque fois les doublés qui ont changé de place. J'ai toujours mis du rouge, mais ce n'est pas les mêmes doublés représentés. Donc, à chaque fois, le doublé qui est en couleur, c'est celui qui est important à suivre dans le mécanisme. Donc, à chaque fois, vous voyez que le doublé non liant devient un doublé liant, une liaison, en fait, liaison covalente, ou inversement, une liaison covalente, elle peut devenir un doublé non liant, ici. Donc, ce mécanisme de protection en 7 étapes, on va, dans un premier temps, faire l'hémiacétal, c'est-à-dire on est arrivé à la moitié du chemin, et ensuite on va continuer. La principale différence avec tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, une fois qu'on avait ça, il y avait CH2, CH3, il n'y avait pas cet oxygène ici. Et donc, c'était une molécule différente de B, une deuxième molécule de ce type-là qui attaquait. Ici, l'intérêt d'avoir une fonction B où il y a deux groupes alcool, c'est que le deuxième alcool va attaquer de manière à faire le cycle, de manière à faire la boucle. Donc, deuxième étape, c'est un peu comme tout à l'heure. Donc, vous avez ce groupe-là qui va être éliminé sous forme H2O. Donc, première étape, on enlève H+, enfin, on accroche H+, ici. Alors, exactement comme tout à l'heure, on peut dire qu'on a une réaction de prototropie. Mince, je n'ai pas fait comme il faut. On a une réaction de prototropie de là à là, parce que le proton, il a changé de place. Vous voyez, il était accroché ici, et finalement, il est venu s'accrocher là. C'est comme si le doublé ici était directement venu l'accrocher là. Donc, on a le droit de faire une seule étape qui s'appelle prototropie, au lieu d'en écrire deux. Donc, la prototropie, c'est là. Voilà, donc c'est une sorte de variante en fait du mécanisme. On a le droit de passer directement de là à là en disant que le proton, il change de place. Il va directement de là à là. Ensuite, là, on va éliminer la molécule d'eau. Et c'est la molécule d'eau avec le H du catalyseur. Donc le catalyseur H+ du début, il est piégé dans la molécule d'eau. Donc ce doublé se rabat, ça vous fait H2O, il récupère l'électron, donc H2O c'est neutre. Et ici vous avez une charge plus. Donc on va se retrouver dans une forme qui est similaire à celle qui était là. Sauf qu'au lieu d'avoir juste un hydrogène accroché, c'est qu'on a toute la chaîne accrochée. Donc la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que c'est sur la même molécule qu'il va y avoir le deuxième doublé qui attaque. Et c'est ça qui va vous faire le cycle à 5 atomes, qui va s'appeler après cétal. C'est la même molécule qui a deux fonctions qui va s'accrocher au même endroit. Et la dernière étape, on libère H+. On dit on a libéré H+, le catalyseur régénéré, mais en fait, ce n'est pas le même H+, que le H+ du début. Hein. Vous avez vu que le H, en fait, ça va être un des H qui était sur la molécule B qui va être libéré à la fin. Ce n'est pas le H de la PTS. Voilà donc ce mécanisme en 7 étapes, mais si vous faites la prototropie ici, ça vous fait une étape directement à la place de 2, donc ça vous ferait que 6 étapes. Ça, c'est accepté aussi. Donc voilà pour la protection du groupe carbonyle, dont je vous ai montré que sur une molécule compliquée, la molécule A, qui avait à la fois une cétone et un ester, l'intérêt, c'était de protéger la cétone, parce que le but après avec l'organomagnésiien, c'était que la cétone ici ne réagisse pas avec l'organomagnésiien. Or, comme une cétone, c'est plus réactif qu'un ester, si on ne l'avait pas protégée, c'est elle la première qui aurait réagi. Voilà, donc on protège
et à la fin, on régénère la fonction initiale qui n'a pas été attaquée. Donc voilà pour la protection d'un carbonyle. Et on va passer à la deuxième étape, la protection d'une autre fonction, le groupe hydroxyle OH. Souvent c'est un alcool, mais ça pourrait être autre chose. Alors, donc je vous présente le cas. Vous avez une molécule qui possède un groupe OH, ça peut être un alcool par exemple, mais cette molécule, elle va posséder une autre fonction. Et le but, c'est de faire réagir l'autre fonction, mais sans que le groupe OH soit attaqué. Donc, on va protéger OH de manière à le transformer, de manière à ce qu'il ne réagisse pas. Et à la fin, il faudra qu'on puisse revenir au groupe OH. Donc, le premier exemple que je présente, c'est la molécule ROH. On a le groupe hydroxyle de type alcool qui est réactif et on va le protéger, c'est-à-dire au lieu d'avoir ROH avec le H qui pourrait être réactif, on dit que le H est protonisable, s'il peut partir sous forme de proton. Donc on va transformer le groupe OH, par exemple, en O et puis le groupe benzylique, c'est-à-dire CH2 et puis un cycle benzénique ici, un phényl. Donc là, on a protégé la fonction OH. Vous voyez qu'au lieu d'avoir le H qui est ici, on a tout ce groupe-là, CH2, C6H5. Mais on n'aurait pas fait ça s'il n'y avait que la fonction OH. Donc dans la molécule R, il y a une autre fonction qu'on voudra faire réagir, mais sans que le groupe OH réagisse. Donc ça n'apparaît pas. Juste protéger l'alcool, s'il y avait uniquement un alcool sur la molécule, en fait, ça ne sert à rien. Puisque le but de la protection, c'est qu'après, on revient à la fonction alcool. Donc, si la molécule ne possède qu'une fonction alcool, c'est idiot de parler de protection. La protection, je répète, c'est quand vous avez au moins deux fonctions sur la molécule et vous voulez protéger celle-là. Voilà, donc la protection, elle va se dérouler en deux étapes. La première, on met du sodium. Et la deuxième, on fait réagir avec cette molécule-là, bromée. Donc ça s'appelle une synthèse, ces deux étapes, ça s'appelle une synthèse de Williamson, où on va former un éther-oxyde. Donc là, on vous aidait, on vous dit que la première étape, c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, oxydoréduction entre ces deux, ça veut dire qu'il y en a un qui est l'oxydant et un qui est le réducteur. Mais on ne vous a pas dit dans quel sens. Ce qui est sûr, c'est que le sodium Na, vous le connaissez, surtout sous la forme Na+. Hein, le chlorure de sodium, le sel qu'on met sur les frites, c'est des ions Na+. Donc, Na, vous savez que ça va donner Na+. Donc, si Na donne Na+, il s'est oxydé. Du coup, il va y avoir une forme qui s'est réduite. Alors, ROH, il va se transformer en quoi? C'est simple, vous avez la réponse ici. ROH, il va se transformer en RO-. Donc, vous allez avoir RO-, vous allez avoir Na+. Le RO-, il vient de là. Et le Na+, on sait que c'est une réaction d'oxydoréduction. Na+. Puisque Na, vous n'avez jamais vu passer Na-, donc forcément, c'est Na+. Et alors, qu'est-ce qui manque? Il vous manque l'hydrogène ici. Donc, l'atome d'hydrogène, puisque le Na s'est oxydé, le nombre d'oxydation, il a augmenté, il faut que l'hydrogène H+, RO- plus H+, donc le H+, qui est là, s'il doit être réduit, c'est que sa charge doit diminuer. Donc, si on passe de H+, et qu'on doit diminuer le nombre d'oxydation, H+, c'est une charge, il faut passer à 0. Puisque des H-, ça ne vous parle pas. Donc, la seule possibilité, c'est que le H+, il soit passé sous forme H2,
le degré d'oxydation, il est égal à 0. Donc, on a oxydé Na+, et on a réduit H+. Donc, vous utilisez cette molécule initiale-là, soit dans un solvant, soit pur, directement, s'il est liquide. On met un petit peu de sodium solide avec une spatule, on le fait tomber dedans, et ça va vous faire la réaction d'oxydoréduction avec des bulles de dihydrogène, et ces bulles-là, elles vont partir, elles vont dégager au-dessus, on va les aspirer avec la hotte, de manière à ne pas faire une explosion, bien sûr. Donc, on va les évacuer, et on est sûr que la réaction ne peut aller que dans ce sens direct. Voilà. Alors ça, c'est une réaction un peu théorique, parce que le sodium, c'est assez dangereux à manipuler. Le sodium, ça s'enflamme spontanément au contact de l'air, au contact de l'humidité de l'air. Donc, le sodium, il est conservé dans un solvant, je crois que c'est une huile assez visqueuse, mais il n'y a pas d'eau dedans. On doit en couper un petit morceau, le sécher avec un sopalin, couper avec un couteau les côtés qui seraient oxydés, et ensuite on le met dans la solution où il y avait le groupe ROH. Et le reste de sodium qu'on n'utilise pas, il faut le détruire de suite, sinon ça peut s'enflammer directement. Alors quand je préparais l'agrégation, il y avait eu, en fait on était tous étudiants et on présentait des manips les uns aux autres. Il y avait un élève qui avait coupé un morceau de sodium qui venait de faire la réaction, qui nous montrait qu'il y avait des bulles d'hydrogène, et il avait laissé le sodium sur le papier absorbant. Et dès que le papier absorbant il a été sec, l'humidité de l'air qu'il y avait dans la pièce, pourtant il ne pleuvait pas ce jour-là, mais il y a toujours un petit peu d'humidité, a fait que le sodium s'est enflammé, il a mis le feu au sopalin, et il y a eu une énorme flamme avec du sodium, et on a tous sursauté parce qu'en fait on regardait ailleurs, on regardait les bulles. Et donc on a eu de la chance quand même parce que les bulles d'hydrogène en présence de flamme, ça peut exploser aussi. Donc bon. C'est pour ça que moi, ce TP avec le sodium, je ne le fais jamais aux élèves. C'est beaucoup trop dangereux. Donc c'est théorique. Deuxième étape, on vous dit que c'est une réaction de type SN2, substitution nucléophile. Donc une substitution nucléophile, c'est toujours une partie soit négative, soit delta moins, qui va attaquer une partie positive. Donc le carbone qui est ici, qui est lié au brome delta moins, ce carbone il est delta plus. Donc vous allez avoir le doublé qui va attaquer ici en opposition du groupe qui va partir, celui qu'on appelle le nucléofuge. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ce doublé qui était non liant devient le doublé liant ici. Et le doublé qui était liant, la liaison, elle a basculé sur l'atome de brome. Et comme elle est partie avec l'électron qui était au carbone, ça vous fait une charge moins. Alors le brome, l'ion bromure, il a 4 doublés autour de lui. J'en ai représenté que un, celui qui venait de partir. Mais en réalité, en tout, il y a 4 doublés non liants. Souvent, on ne représente que les doublés qui intéressent. Là aussi, l'oxygène, il avait 3 doublés non liants autour de lui. Et à l'arrivée, il n'en a plus que 2. On n'a pas représenté tous les doublés. J'ai représenté que celui qui était important. Donc voilà, vous avez la molécule ROH qui s'est transformée en forme protégée. Et donc, la deuxième fonction qui est sur ROH, la fonction qui est dans R, maintenant, on va pouvoir la faire réagir avec autre chose. Peut-être un organomagnésiens ou un autre type de réaction. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que les deux étapes qui sont ici et qui ont pour but de protéger ce groupe avec un H, il ne faut pas que la deuxième fonction R, elle puisse réagir aussi. Admettons que vous ayez une fonction alcool et une autre fonction qui soit par exemple une fonction acide, COH.
COH, c'est une deuxième fonction qu'il y a ailleurs dans la molécule, mais le H de COH, il réagirait de la même façon ici. Et donc, on pourrait avoir cette molécule qui se fixe aussi sur le deuxième groupe OH. Donc, la protection qu'on fait en 2 étapes, il faut que la deuxième fonction du groupe R ne réagisse pas avec d'abord le sodium, puis cette molécule-là. Il faut que la deuxième fonction soit inerte. Par exemple, si c'est une cétone ne réagira pas sur le sodium ni là-dessus. Et donc, une cétone, maintenant, pourrait réagir avec un organomagnésiien. Voilà. Donc ça, c'est les critères à vérifier. Votre fonction à protéger, il ne faut pas qu'elle réagisse avec les réactions qu'on va faire pour protéger l'alcool. Donc ça, c'était la première possibilité, former un hétéroxyde benzylique. Et au programme, on vous demande aussi une autre possibilité, c'est protection en formant des éthers silylés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, une fonction éther, c'est hétéroxyde. Éther, ça ressemble à ça. Vous avez une chaîne carbonée, un oxygène et une autre chaîne carbonée. Donc ici, le fait d'avoir l'oxygène qui est lié à 2 carbones, on appelle ça une fonction hétéroxyde. Et d'ailleurs, l'éther qu'on utilise pour le solvant des organomagnésiens, c'est une fonction éther-oxyde. L'oxygène, il est lié de chaque côté à C2H5, C2H5. Donc la fonction éther, c'est quand vous avez un oxygène qui est lié à 2 carbones, un de chaque côté. Alors, éther silylé, le sil vient de silicium. Un atome de silicium, ici, vous voyez qu'il va remplacer un carbone. Au lieu d'avoir carbone, oxygène, carbone, on va avoir carbone, oxygène, silicium. Donc, vous avez un éther, parce que ça ressemble à carbone, oxygène, carbone, mais silylé, sil, qui vient de silicium, parce qu'il y a un des 2 carbones qu'on a remplacé par un silicium. Donc, l'éther silylé, ça ressemble à ça. Vous avez un carbone, oxygène, et puis un silicium de l'autre côté. Donc, ma molécule ROH, je vais la transformer en enlevant le H et en remplaçant le H par ce groupe-là. C'est une des possibilités, de manière à désactiver l'alcool. Donc, ce groupe-là, si je voulais faire un organomagnésiien, ce groupe-là serait protégé. Donc, ça, c'est une réaction de protection. Et inversement, cette réaction de protection, on pourra la faire à l'envers pour reformer la molécule initiale, puisque le but, quand on protège, c'est qu'après, on peut revenir à ce qu'on avait au début. Donc là aussi, on est dans un exemple où la chaîne carbonée R ne va pas réagir avec ces groupes-là. Parce que si on faisait réagir aussi la deuxième fonction qui est dans R, ça n'aurait servi à rien, on aurait protégé les 2 fonctions et derrière, on ne peut plus rien faire. Donc l'intérêt, pourquoi choisir une formation d'éther silylé? Peut-être c'était que la réaction avec le sodium et cet éther benzylique, cette réaction ne pouvait pas avoir lieu. Donc, on a peut-être besoin de passer avec un autre mécanisme. Tout ça dépend de la fonction qui est la deuxième fonction qui est dans R. Donc, vous avez le groupe OH qui serait réactif et on va le transformer en groupe qui serait protégé, voilà, qui ne sera pas réactif. Donc là, il fallait compléter le mécanisme. Alors, on sait déjà qu'à l'arrivée, on aura ça. Mais la première étape, on vous dit que c'est une réaction de type SN2. SN2, ça veut dire on a une attaque dorsale. Vous voyez que la flèche rouge qui arrive et qui attaque le silicium, elle est à l'opposé
du groupe qui s'en va. Donc là, j'ai choisi de mettre des couleurs comme tout à l'heure. Donc ce doublet-là, qui était non liant, est devenu doublet liant, c'est-à-dire une liaison. Et la liaison ici, elle s'est cassée. Au moment où l'oxygène attaque d'un côté, on va avoir l'inversion du parapluie, l'inversion de Walden. Ces groupes vont basculer dans l'autre sens et ça va lâcher le chlore avec l'électron, donc ça fait Cl-. Donc comme dit tout à l'heure, Cl-, normalement il y a 4 doublets non liants autour, mais j'ai choisi de représenter uniquement celui qui est parti. Là aussi, il y en avait 3 non liants qu'on n'a pas dessinés. Donc, cette liaison, comme pour le pont-levis qui bascule, ça va s'accrocher entre l'oxygène et le silicium, ici. Et du coup, on a enlevé un électron de l'oxygène et on l'a donné au silicium. En fait, on l'a donné au chlore. C'est pour ça que l'oxygène, ici, il est chargé plus, puisqu'il a perdu un électron qui va se retrouver parti avec l'ion chlorure. Donc, deuxième étape, vous avez cette même molécule. Cette molécule intermédiaire, on appelle ça un intermédiaire réactionnel. Il apparaît, puis il disparaît. La deuxième étape, on vous dit qu'on a une réaction acido-basique. Et le renseignement aussi important, c'est que ET3N, la triéthylamine, c'est le solvant, mais c'est aussi une base. Donc, si c'est une base et qu'on a une réaction acido-basique, la seule possibilité, c'est que la base veut capter H+. Où est-ce qu'on va trouver un H+ dans la molécule? Eh bien, ce H qui est lié à l'oxygène plus. Donc, le doublet de la base capte le H, mais il veut enlever H+. Donc, la liaison ici va se rabattre vers l'oxygène, puisque la base, elle enlève H+, donc elle va couper ici et elle prend juste le H, mais pas l'électron. Et du coup, ce doublet se rabat sur l'oxygène et ça vous fait évidemment le produit final, où le doublet s'est rabattu. Et puis, la base qui a capté H+, du coup, c'est la forme acide du couple acide-base. Triéthylamine ammonium et triéthylamine. Donc là, on voit qu'on a accroché un silicium où il y avait 3 groupes CH3. Donc c'est celui qu'on appelle en abrégé le TMS. TMS, triméthylsilyle. Donc à chaque fois le silyle, c'est qu'on a un atome de silicium qui ressemble à l'environnement d'un carbone. Si vous vous rappelez comment est faite la classification périodique, le silicium, il est juste en dessous du carbone. Donc, comme le carbone, il va faire 4 liaisons, mais par contre, il est plus gros et il va avoir des propriétés différentes, notamment un silicium, il ne peut pas faire des charges plus. Donc, quand vous avez une molécule comme ça, elle ne va pas accepter de faire l'équivalent d'un carbocation avec une charge plus. Les carbocations, on en a vu tout à l'heure, c'est ça là. Carbocation, c'est quand vous avez une charge plus sur un carbone. Il y en avait plusieurs qui intervenaient dans le mécanisme. Carbocation. Le silicium, lui, il ne pourra pas faire de cation. Et donc, c'est l'intérêt aussi de les utiliser. Donc, soit vous utilisez le TMS, c'est le plus simple des silyles, soit vous en utilisez d'autres. Alors là, on vous donne 4 exemples. Il y a celui avec en plus un groupe tertiobutyle. Enfin, là, plutôt, on a enlevé les 2 groupes CH3 et là, on a mis un seul groupe tertiobutyle. Le petit t, c'est tertio. C'est un groupe avec 4 carbones comme un butane, mais accroché par celui du milieu. Et ça fait une symétrie. On appelle ça tertiobutyle. Donc, vous voyez que là, il y a beaucoup d'encombrement sur l'équivalent du premier groupe et par contre, peu d'encombrement sur les autres.
puisque là, on a 2 H au lieu d'avoir 2 CH3. Après, il existe un combiné entre les deux, donc le TBD-MS. Donc, le tertiobutyl, il est là, et il y a aussi 2 méthyl. Donc, c'est l'équivalent du premier, mais en remplaçant un CH3 par un tertiobutyl. Donc, vous voyez que là, l'encombrement devient plus grand. On remplace CH3 par le tertiobutyl. Et le dernier exemple qu'on donne, cette fois, on a remplacé les 2 CH3 par 2 groupes phényl, C6H5. Vous savez, c'est le phényl, le cycle A6 qu'on a vu ici. C'est ça le C6H5, ce groupe-là. Donc, vous voyez que c'est très encombré là aussi. Donc, 2 C6H5. Et on a gardé le tertiobutyl. Donc, celui-là, c'est un des plus encombrés possibles. Et celui-là, c'est un des moins encombrés possibles. Alors là, le tertiobutyl diphénylsilyl, on l'appelle le TBDPS. On reconnaît les initiales qui sont là. Et en fait, on va utiliser un parmi les 4 en fonction de ce qu'on veut protéger. Le but, c'est de protéger. Donc, exemple, vous avez cette molécule-là, où vous voyez qu'on a 2 fonctions alcool. Ces 2 fonctions alcool, si j'utilisais la première méthode, c'est-à-dire le sodium, puis ensuite l'hétéroxyde, pour faire un hétéroxyde benzylique, ces 2 alcools, ils auraient réagi de la même façon avec le sodium. C'est-à-dire, les 2 alcools auraient enlevé un proton et ensuite, sur chacun d'eux, on aurait fixé ce groupe. Donc, si on utilise ces 2 étapes, le sodium et ce groupe, pour faire un hétéroxyde benzylique, en fait, on transformerait les 2 alcools. On aurait protégé les 2 alcools. Ça, ce serait intéressant s'il y avait une 3e fonction là-dedans qu'on voulait faire réagir. Mais là, ce n'est pas le but. Puisque là, il y a le phényl, ce n'est pas une fonction. Donc, globalement, là, si vous avez un alcool qu'on dit secondaire, ça veut dire que là où il est accroché, ici, le carbone qui porte l'alcool, il est accroché à 2 carbones, un d'un côté, un de l'autre. Donc, on dit qu'il est secondaire. Alors que là, vous avez un alcool primaire, ça veut dire que le carbone qui porte OH, il n'est accroché qu'à un seul autre carbone. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a ici un alcool avec un seul carbone et 2 hydrogènes ici. Celui-là, il est quasiment libre, il a très peu d'encombrement autour, puisqu'il a uniquement les 2 hydrogènes ici. Alors que cet alcool-là, il a 7 chaînes carbonées d'un côté et un phényl de l'autre. Donc, on dit que la fonction alcool secondaire, elle est plus encombrée parce qu'autour de cet alcool, il y a davantage de choses. Ça aurait très peu marché si on avait juste un CH3, par exemple. On aurait eu une faible différence. Alors que là, avec un phényl, on a vraiment une différence importante. Et du coup, les 2 alcools, ils ne vont pas réagir de la même façon. Donc, si on avait utilisé le TMS, qui est peu encombré, et faire la procédure qu'on a vue juste avant, c'est-à-dire en 2 étapes avec la triéthylamine comme solvant, si on avait utilisé le TMS, il est très probable que sur les 2 alcools, on aurait accroché ça. C'est-à-dire qu'on aurait protégé les 2. Donc là, l'intérêt, ça va être, on va faire des tentatives, on va regarder est-ce que le TBS suffit à protéger un seul des 2. Et là, visiblement, ce n'était pas le cas, puisqu'on a pris le TBD-MS, c'est-à-dire celui-là, TBD-MS-Cl, c'est-à-dire qu'on a un chlore accroché ici, un atome de chlore. TBD-MS, c'est ce groupe-là, et il va être lié au chlore. Donc là, on a un chlore. Donc, on a un encombrement assez important. Et là, on voit qu'on a l'alcool secondaire qui n'a pas bougé. Donc, il est resté comme il était au début. Donc, il n'est pas protégé. Il est resté tel quel.
Ça veut dire que dans une étape suivante, on va pouvoir faire réagir cet alcool pour lui accrocher autre chose, alors que l'alcool primaire au début, lui, il est accroché à TBD-MS, c'est-à-dire à ce groupe-là. Donc, vous voyez, on a utilisé la nomenclature abrégée pour éviter de se trimballer des groupes ici, là. On aurait dû normalement tout écrire, tout ça, on aurait dû l'écrire là-dedans. Donc là, à l'arrivée, on a ce groupe-là, accroché par cette liaison à l'oxygène ici et le reste de la chaîne. Donc là, on voit que la fonction alcool primaire, elle a réagi. Et du coup, maintenant, elle est protégée, elle est de cette forme-là, avec 2 CH3 et puis un tertiobutyle. Donc, à la place de ça, vous avez un tertiobutyle. Ça veut dire que cet alcool-là, il ne réagira pas, il ne réagira plus avec autre chose. Et sur cet alcool secondaire, peut-être qu'on va faire une réaction avec le sodium et une réaction de Williamson, accrocher autre chose là-dessus. Et ensuite, on déprotégera cet alcool primaire, c'est-à-dire qu'on va revenir à la fonction initiale, sauf qu'entre-temps, l'alcool secondaire, on l'aura fait réagir pour le transformer. Puisque bien sûr, c'est inutile ici de faire la protection et tout de suite de déprotéger pour revenir à ce qu'on avait au début. Parce que là, on n'a rien fait en fait. Donc, on protège l'alcool primaire et ensuite, on pourra faire réagir l'alcool secondaire avec une autre réaction. Et étape finale, on va déprotéger pour revenir à l'alcool. Donc, on aura une molécule où l'alcool sera resté, mais là, on aura transformé en faisant une autre réaction.